Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous publiez Civilisation française, un territoire, une langue, une république chez Albin Michel. Et vous dites très clairement, Jean-Michel Blanquer, c'est un sursaut ou rien, ou le chaos. Vous dites, dans 10 ans, la civilisation française peut-être sera perdue. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est surtout pour dire à quelles conditions elle peut ne pas être perdue et à quel point on peut arriver à ce sursaut nécessaire. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a finalement différentes couches du temps à distinguer dans la vie humaine. C'est la distinction que fait Fernand Braudel quand il nous parle des civilisations. Il y a la couche de l'événement, c'est la couche la plus superficielle, celle dont on parle tous les jours. Il y a la couche de l'époque, qui se mesure en décennies, 30, 40 ans, et je pense qu'on est en train de changer d'époque. La précédente a commencé dans les années 90 avec Internet. Et là, l'intelligence artificielle et la transformation écologique nous font changer d'époque. Et puis la couche civilisationnelle, la couche très profonde qui court sur des siècles et sur laquelle repose la civilisation française. Et toutes les civilisations sont mortelles. Et nous devons faire attention au fait qu'il y a une crise aux 3 niveaux. Et que si nous voulons que la civilisation française prenne un nouvel élan, eh bien, il faut avoir conscience de ces 3 niveaux et les relier entre eux. C'est ce que je fais dans ce livre. Oui, on va aller dans le concret des choses. Mais vous dites, la civilisation, c'est la chose la plus pérenne qui soit. On aurait envie de vous répliquer. Oui, mais une civilisation peut mourir. Oui. D'ailleurs, bien des civilisations avant nous sont mortes, même les plus grandes, comme la civilisation égyptienne ou la civilisation romaine. D'où le fait que nous devons avoir conscience que nous sommes une civilisation et nous devons nous donner les moyens de, dans le monde tel qu'il est, porter ce qui fait la civilisation française. Et aujourd'hui, on a à la fois les très grandes évolutions scientifiques et technologiques qui, de manière mondiale, homogénéisent le monde, risquent de le standardiser, éventuellement de le déshumaniser. Et nous avons en réaction soit les fondamentalismes et tous finalement les mouvements réactionnaires qui peuvent exister, soit au contraire ce qui permet de bâtir de manière constructive, comme ça a été fait dans les siècles passés, des choses qui nous permettent de nous projeter vers l'avenir tout en étant fidèles à ce que nous sommes. Or, la France, à mes yeux, a encore un message, elle a encore une sève qui correspond aux besoins de notre époque. Si on parle par exemple de la transformation écologique, eh bien le territoire français doit être un peu repris, si je puis dire, pour correspondre à ce besoin de notre époque. Oui, vous écrivez, le premier devoir de la civilisation est de savoir se défendre contre ses pires adversaires. Vous avez le sentiment, d'abord, qui sont ces adversaires ? Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on se défend contre ses adversaires, ou plus ou moins on aurait abdiqué ? Oui, on peut dire ça de la civilisation comme de la démocratie, c'est-à-dire le fait que le premier signal de la démocratie, la première caractéristique de la démocratie doit être d'être capable de se défendre contre les ennemis de la démocratie. Et la démocratie, comme la civilisation, n'est pas synonyme de faiblesse. Nous vivons la période dans l'histoire humaine la plus longue de démocratie et de paix. C'est une chance, il faut en être heureux et fier, mais néanmoins il faut être conscient du fait que la démocratie, c'est la diversité, les droits, les libertés, etc., qui se sont beaucoup multipliés. Si c'est ça tout seul, ça finit par se retourner contre soi-même. On a besoin de l'idée de république et de ce que ça signifie. La république, c'est le commun, c'est ce qui rassemble, c'est aussi les devoirs qui viennent équilibrer les droits. Et c'est quand on a les deux qu'on stabilise et la démocratie et la civilisation. D'où le fait que le livre essaye de regorger d'idées sur comment faire république, c'est-à-dire comment recréer du commun et comment faire en sorte que nous ayons cette vitalité plutôt que de partir vers une forme d'entropie démocratique. Oui. Mais est-ce qu'il existe une civilisation française ? Beaucoup le disent le contraire. Est-ce qu'il y a vraiment une civilisation française ? Oui, bien sûr, il y a une civilisation française. J'essaye de le démontrer en montrant d'abord que la France, et donc la civilisation française, ça a d'abord été une idée dans les têtes des rois. Et donc c'est au cours des siècles que vous avez la construction de la nation par l'État, à partir du pouvoir monarchique. Et puis, à partir de la Révolution française, et ça c'est Tocqueville qui l'a très bien montré, nous avons eu en quelque sorte la République qui non seulement n'a pas fait de rupture par rapport à ça, mais au contraire a parachevé cette œuvre de construction nationale. C'est les chemins de fer au XIXe siècle qui irriguent le territoire, c'est évidemment l'école publique pour tous qui a donné le langage commun, etc. Et donc c'est l'effet de la volonté qui a créé la civilisation française, ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres civilisations. Et donc cette caractéristique de la civilisation française fait que c'est aussi par l'effet de notre volonté que nous pouvons la projeter dans le XXIe et le XXIe siècle, et nous devons retrouver le sens du long terme, qui ensuite aura un effet positif sur le court terme. Mais aujourd'hui, la vie politique est incroyablement caractérisée par le court-termisme, et nous devons retrouver notamment, par exemple, la notion d'aménagement du territoire. Je
commence par cela dans le livre, c'est-à-dire comment nous trouvons les moyens de redonner vie à nos petites villes et à nos villages, comment nous faisons en sorte que la force des métropoles ne soit pas au détriment de l'ensemble du territoire, mais au contraire à l'avantage de l'ensemble du territoire. C'est aussi pour ça que je parle aussi beaucoup de la mer, parce que la France a un potentiel maritime absolument considérable, dont nous devons retrouver la force. Et là aussi, il y a des choses très concrètes à faire dans les temps à venir pour cela. Mais 3 sous-titres à ce livre. Un territoire, une langue, une république. C'est ça, une civilisation française. Alors, vous avez parlé de l'aménagement du territoire. On peut parler de la démographie aussi. Vous dites que la démographie est un vrai défi pour le territoire. Aujourd'hui, 1,7 enfants par femme en France. Ça, c'est aussi le déclin d'une civilisation assurée. Ah, c'est sûr. Là aussi, Fernand Braudel l'a très bien dit, et c'est une évidence. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus d'avenir. C'est une évidence. Donc nous devons avoir des enfants, nous devons montrer notre confiance dans l'avenir de cette façon-là. Et ce serait d'ailleurs un objectif démocratique aussi, parce que quand vous interrogez les femmes françaises, quand il y a des enquêtes, la moyenne de désir d'enfant, c'est 2,3. Et la réalité, c'est 1,7. Donc, et 2,1, c'est ce qui permet la reconduction de la population. Donc 2,3, ce serait un objectif démocratique de permettre aux femmes d'avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent, ce qui signifie donc qu'il faut désormais plus d'incitation, une vraie politique familiale, une vraie politique de réinstallation sur l'ensemble du territoire, par des mesures fiscales, par des mesures d'incitation, d'attractivité, en réenclenchant un cercle vertueux de la réindustrialisation verte sur le territoire, de l'irrigation de notre épargne vers l'ensemble de nos territoires, et aussi des incitations fiscales et autres pour les familles. Oui, mais en disant aux Français, comme le chef d'état-major l'a fait, qu'il fallait se préparer à perdre des enfants à la guerre, ça n'incite pas à faire des enfants en France. Alors, il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux. Le but n'est pas de faire des enfants pour les envoyer à la guerre, évidemment, et je ne pense pas qu'il ait voulu dire ça non plus, d'ailleurs. Mais en revanche, que nous ayons la vitalité pour savoir nous défendre, et ça, c'est ce qu'il a voulu dire, et en même temps, la vitalité pour construire l'avenir, ce sera la meilleure façon d'avoir la paix. Le vieil adage « si tu veux la paix, prépare la guerre », malheureusement, reste vrai pour toujours. Et montrer notre force, montrer notre vitalité, montrer notre confiance dans l'avenir, c'est la meilleure façon de préparer la paix et aussi le bonheur de nos enfants. Ça suppose un peu d'énergie, en fait, de vitalité, plutôt que d'être sans arrêt dans des discours du déclin, des discours de la défaite. Et là aussi, c'est un thème que je développe beaucoup dans le livre, c'est le fait que la France n'est pas fatalement pessimiste comme elle l'est aujourd'hui. Avant le XXe siècle, nous étions considérés comme une nation extraordinairement optimiste, gaie, vaillante, inventive, créative. Tout ça faisait partie de l'identité de la France. Et d'ailleurs, il reste encore quelque chose de cela. Si vous voyez parfois notre équipe de rugby ou dans d'autres sports, cet esprit français, il existe encore. À nous maintenant d'aller le rechercher dans la sève civilisationnelle et de faire en sorte que le 21e et le 22e siècle, et nous perpétuions la civilisation française. Mais pilier, notamment, c'est l'éducation nationale. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Quand on voit, comme encore la semaine dernière, un principal et un professeur se mettent en maladie parce qu'un parent d'élève a protesté, menacé de mort le professeur parce qu'il ne voulait pas qu'un homme accompagne sa petite fille aux toilettes, vous dites que là, il y a le communautarisme. Il y a quoi? Qu'est-ce qui menace? J'ai beaucoup dénoncé ça, la fragmentation de notre société et le communautarisme, comme l'individualisme d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la République. En tant que ministre de l'Éducation, j'ai fait un certain nombre de choses pour venir compenser ça. Mais plus globalement, c'est à l'échelle de notre société, de notre pays, de notre État, que nous devons donner un sens, que l'autorité publique en particulier doit se réaffirmer beaucoup plus fortement. Et pour éviter évidemment ce type de phénomène que vous décrivez, c'est évident. Oui, aujourd'hui, un détenu dans une prison ultra surveillée, un des grands narcotrafiquants, bénéficie pendant un jour d'une autorisation de sortie pour aller avoir un entretien d'embauche sans contrôle. La justice aussi est un pilier de cette civilisation. Bien sûr. De façon générale, nous avons besoin d'un retour de l'autorité de l'État. Et l'autorité doit être synonyme de démocratie. Sinon, nous aurons un autoritarisme à un moment donné. Donc il faut à tout prix éviter cela, la pente autoritaire. Des Platon et d'autres auteurs comme Aristote ou Polybe qui ont suivi. Et ce risque était montré, c'est-à-dire que si la démocratie dérive vers l'anarchie, ce qui suit, c'est l'autoritarisme. Nous devons éviter ça. Nous devons renforcer la démocratie par la République, c'est-à-dire la capacité à manifester une autorité. C'est ce que j'ai fait quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. Et c'était non seulement par des mesures techniques, par exemple avoir des équipes valeurs de la République qui venaient dans les établissements quand il y avait des incidents de ce type, pour conforter les équipes. Et bien sûr, les réussites se font pas à pas sur ce type de sujet. Mais il y avait aussi un message
qui était un message quotidien, qui était le message de l'autorité, du retour de l'autorité. Je regrette qu'en 2022, ce message ait été brouillé et que depuis, on ait eu 7 ministres pour me succéder. Mais ce qui est très important, c'est, dans la longue durée, donner un message de fermeté claire et nette sur l'autorité de l'État dans un cadre démocratique. C'est vraiment la clé de l'avenir du pays. Oui, oui. La question de l'immigration, vous l'abordez également dans ce livre. Certains disent que c'est une civilisation qui va remplacer une autre. Vous êtes contre, évidemment, cette notion. Vous dites la civilisation française se nourrit forcément, se grandit forcément. Quand c'est bien fait. Là-dessus, il ne faut pas être dogmatique. C'est-à-dire, il y a un creuset républicain français. La France a su fabriquer des Français par des enfants nés en France et par des enfants venus d'ailleurs. L'école républicaine est évidemment clé pour cela. Mais il faut que ce soit quantitativement raisonnable. Il faut que ce soit qualitativement divers, ce qui signifie que notre immigration ne peut pas venir uniquement d'Afrique, par exemple, mais venir être beaucoup plus plurielle et être plus mesurée aussi, puisque aujourd'hui les flux sont trop importants. C'est tout à fait naturel de dire une chose pareille. Toutes les démocraties du monde le disent de la même façon. Il est normal qu'un pays contrôle sa démographie et son immigration, de même qu'il doit pouvoir contrôler son territoire. C'est la base de l'art politique. L'art politique, c'est pas réparer sur le territoire comme on peut des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. C'est maîtriser son territoire au service de sa population. Et c'est un petit peu le guide de tout ce que j'ai à proposer. Et c'est aussi une langue, et c'est vrai que vous consacrez un chapitre entier à ce thème. La langue, c'est fondamental. Oui, parce que la langue, c'est ce qui relie, et au travers de la langue, c'est en fait toute la civilisation que l'on voit. Et là encore, on voit que dans l'histoire de France, la langue a été un effet de volonté. C'est la volonté de François Ier, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, d'en faire la langue des pouvoirs publics. C'est la volonté des écrivains eux-mêmes. Quand vous avez le mouvement de la Pléiade, quand vous avez la défense et illustration de la langue française, vous avez un volontarisme de la part des auteurs, des écrivains, pour hisser la langue française à un niveau d'excellence qui va ensuite entraîner le pays. Donc cette volonté de faire de la langue le cœur de notre civilisation, c'est aussi quelque chose de très français. Ça a d'ailleurs porté la francophonie. Et c'est quelque chose qui aussi va avec l'idée de civilisation, qui a été inventé, ce mot de civilisation, au XVIIIe siècle, par le père de Mirabeau, pour dire qu'au fond, derrière le mot civilisation, comme derrière le mot civilité, il y a l'idée d'être exigeant avec nous-mêmes, à titre individuel et à titre collectif. Et la langue, la beauté de la langue, la richesse de la langue, de son vocabulaire, la tenue de sa grammaire, tout ça, ça fait civilisation. Quand la langue s'affaisse par la pauvreté du vocabulaire ou une grammaire qui devient lâche, alors c'est un signe d'affaissement. Nous devons là aussi faire preuve de volontarisme. Oui. C'est ce que je me suis efforcé de faire là aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale, notamment par le retour des savoirs fondamentaux à l'école primaire. Et j'en profite pour dire, d'ailleurs, parce que ça n'est jamais dit, puisqu'il n'y a que les messages pessimistes qui passent, que sur les indicateurs qu'on a nationaux et internationaux sur l'école primaire actuellement en France, pas encore sur le collège, mais sur l'école primaire, on a des petites améliorations qui commencent à se voir. Sur l'Afrique, vous avez des mots très forts. Vous dites qu'il faut cesser le paternalisme dans la relation avec l'Afrique, qui est le grand continent justement de la francophonie de demain. Il faut inventer une autre relation. C'est évident, et c'est la demande évidemment des Africains en premier lieu, mais même celle des Français. On a évidemment avec l'Afrique une histoire commune, on a surtout un destin commun. Il y a nécessité d'investir beaucoup en Afrique dans les temps qui viennent, aussi bien pour la transformation écologique de l'Afrique, qui peut être sa locomotive économique, comme d'ailleurs la Chine est en train de le faire, mais avec un esprit qui est l'esprit que la France sait porter, comme les pays africains, c'est-à-dire un esprit humaniste, un esprit qui respecte les équilibres territoriaux, qui respecte la diversité africaine aussi, parce que souvent on parle de l'Afrique au singulier, mais il faut parler de l'Afrique au pluriel. Et donc ce nouveau contrat avec l'Afrique, c'est évidemment une des grandes perspectives que l'on doit avoir. Oui, le service national, retour du service national, vous dites gouverner, c'est écouter les Français, revitaliser le référendum. Au fond, tout ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie représentative, ou en tous les cas la souveraineté n'est pas toujours ressentie comme telle, qu'il y a une crise du politique et de sa représentation aujourd'hui, d'une crise, peut-être tout simplement une crise démocratique. La crise démocratique, elle existe à l'échelle mondiale. Ça reste de loin le meilleur des régimes, et faisons attention à tous ceux qui, dans le monde, essayent aujourd'hui de nous dire qu'il faudrait passer à autre chose que la démocratie.
Et si on veut bien résister à ces attaques contre la démocratie, il faut retrouver toute sa sève à la démocratie. C'est-à-dire renforcer la démocratie représentative sur le plan parlementaire, renforcer la démocratie participative. Là aussi, j'ai une série d'idées, pas seulement d'ailleurs au travers des référendums multiples et réguliers, mais aussi il faut que la démocratie soit synonyme d'un État fort et de liberté locale importante. Là aussi, je développe cela dans le livre pour bien montrer que nous avons besoin d'un État qui se recentre sur ses fonctions fondamentales, mais qui le fasse bien, avec l'autorité nécessaire, et aussi de liberté locale qui clarifie les compétences, puisqu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas qu'on aille vers un nouvel acte de décentralisation, c'est qu'on réussisse à avoir des libertés locales claires, avec un bon partage des compétences, et là aussi, je fais des propositions sur ce point. Oui, vous avez, au tout début du livre, vous prenez l'exemple d'un seigneur qui va à la cathédrale de Chartres, qui est en train de se préparer, il questionne 3 personnes qui travaillent. Il y en a un qui dit « je taille des pierres », l'autre qui dit « je taille des pierres pour qu'elles s'ajustent ensemble », et un troisième qui dit « moi, je bâtis les cathédrales ». Et vous dites, en fait, les Français sont restés au premier stade, c'est-à-dire, en fait, ils ne savent pas pourquoi ils taillent des pierres. Ils sont au premier stade, ils ont été à d'autres périodes de l'histoire au troisième stade, c'est-à-dire qu'il y a eu des bâtisseurs de cathédrales qui savaient qu'ils bâtissaient des cathédrales. Aujourd'hui, le sens s'est un peu perdu, il faut le retrouver. La France a tout à fait la capacité d'avoir un projet national qui tient la route et qui fasse envie. Et je pense que ça commence par la reconquête de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre propre territoire, notre capacité à réirriguer le territoire, à recréer de la qualité de vie, de la santé, du lien intergénérationnel, autant de choses qui débouchent sur des politiques publiques concrètes, mais qui en même temps font sens sur ce qu'est la France et le modèle qu'elle peut être, un parmi d'autres, mais un modèle quand même, au sein du monde tel qu'il évolue. Oui. Un dernier mot, Jean-Michel Blanquer. Cet écrivain a toujours prôné la défense de la civilisation française, y compris ici, en étant franco-algérien. Il disait aux Français « défendez votre civilisation ». Il a été enfermé en Algérie pendant 1 an, il vient d'être libéré. Est-ce que sa parole est précieuse aujourd'hui, Boualem Sansal ? Oui, fondamentalement, il est maintenant un homme emblématique. J'ai fait partie de ceux qui sont beaucoup mobilisés pour sa libération. Je suis donc très heureux de sa libération parce que pour moi, elle est significative de quelque chose. C'est qu'à la fin, même quand on est un homme seul, de 80 ans, malade, avec seulement sa pensée et sa parole comme richesse, on peut à la fin gagner face à un pouvoir qui vous a enfermé. Tout simplement parce que la liberté est toujours ce qu'il y a de plus fort. C'est un message très français, c'est aussi un message très universel. Et c'est le message de Boualem Sansal, franco-algérien. C'est sans doute un message pour l'Algérie aussi, tout simplement, oui. Et un message pour le monde. Et donc, en effet, ce que nous dira Boualem Sansal dans les années qui viennent sera sans doute extrêmement intéressant et pertinent. Et il est le symbole, avec d'autres, du fait qu'on peut être optimiste, du fait qu'on peut avoir de la volonté et croire en la liberté. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Ça s'appelle « Civilisation française, un territoire, une langue, une république » chez Albin Michel, votre nouveau livre. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau.